Bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver cet après-midi pour revenir sur ce sujet de CSRD et la loi Omnibus, qui est un sujet d'actualité. Je suis ravi de vous accueillir. Alors, bon nombre d'entreprises clientes du Crédit Agricole sont présentes aujourd'hui, mais aussi des collègues des entités du groupe, les caisses régionales ou des filiales, qui sont concernés par ce sujet de CSRD et donc viennent aussi se renseigner sur les prochaines étapes liées à la loi Omnibus. Alors, je suis Pascal Bousquet, responsable de l'animation commerciale pour Crédit Agricole Transition Énergie, et j'ai eu le plaisir d'accueillir Ludovic Flandin, directeur du pôle RSE, ETI et grandes entreprises chez R3. Bonjour Pascal, merci beaucoup. Alors, on a un menu copieux autour de ce sujet de la loi Omnibus. Ludovic a eu l'occasion fin février, après la publication et la prise de parole de la Commission européenne le 26 février, vous avez eu l'occasion de présenter ce sujet, mais on va revenir sur tous les tenants et aboutissants de la loi Omnibus. Voilà un programme bien rempli. D'abord, Ludovic, vous reviendrez sur quelques fake news qui peuvent exister sur le sujet, pour ensuite voir les ajustements qui sont proposés dans le cadre de cette loi Omnibus. Les prochaines étapes, et là pour le coup, accompagner les entreprises en fonction de leur seuil, de leur taille, et notamment de l'effectif, avec deux seuils importants, plus de 2000 salariés ou plus de 500 salariés, sur lequel on va revenir tout à l'heure, et puis peut-être aussi exprimer les convictions autour de la RSE dans un contexte où le changement climatique amène quand même un certain nombre de sujets d'adaptation. Et on verra ensuite comment les entreprises doivent concrètement suivre ce sujet de la CSRD. Alors, juste avant de vous laisser la parole, peut-être deux, trois sujets concernant l'organisation du webinaire. Alors, pour l'ensemble des inscrits et des participants, vous disposerez du replay à l'issue. On va consacrer 40 à 45 minutes aux présentations pour laisser 15 minutes à vos questions. Donc n'hésitez pas à poser les questions dans l'outil, vous en avez la possibilité, on les abordera à la fin. Et puis je reviendrai avec un sondage auprès de vous, juste avant de passer justement à la phase de questions-réponses. Donc voilà, Ludovic, je vous laisse la parole pour cette présentation. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui sont là pour prendre ces informations et essayer de naviguer dans cette actualité post-omnibus. Donc effectivement, on a structuré la présentation autour de grands chapitres qui vous permettent de pouvoir contextualiser, ensuite de comprendre les propositions du 26 février et puis de vous proposer d'explorer la façon de réagir, qui restera pour chaque entreprise spécifique, mais on peut quand même dégager des lignes directrices en fonction de vos caractéristiques. Alors du coup, pour R3, simplement en quelques mots, vous nous connaissez peut-être pour certains, donc c'est une entreprise qui a bientôt 5 ans, qui a vraiment pour mission d'accélérer la transition des entreprises en leur offrant toutes les solutions possibles, à la fois des experts, des ingénieurs, des experts RSE, mais aussi des solutions digitales et de financement. Et nous accompagnons notamment sur ces sujets stratégie RSE CSRD, plus de 200 entreprises dans des secteurs assez variés, notamment la distribution, mais aussi l'immobilier, les médias, le tourisme et puis certaines banques, notamment du Crédit Agricole. Aujourd'hui, R3 en France, c'est 7 agences qui sont déployées pour pouvoir accompagner notamment les PME et ETI dans leur trajectoire de décarbonation RSE en région. Et nous avons une bonne expérience de la CSRD puisque nous accompagnons à peu près 70 entreprises de toute taille, des entreprises qui ont 250 collaborateurs jusqu'à le groupe Provaliance, Franck Provo, qui a 30 000 collaborateurs. Donc, pour commencer, quelques décryptages effectivement de fake news, puisque beaucoup de choses ont été dites, caricaturées ou déformées sur ce sujet. Tout d'abord, la France, bien que ça soit un pays en avance sur la RSE, n'est pas la seule à avoir transposé la directive de 2022. Ce sont 20 pays sur 30 qui ont transposé, et finalement, c'est principalement un bloc en fait autour de l'Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, Autriche, qui n'a pas encore transposé, puis
plus quelques pays, on va dire, du Sud, comme le Portugal et l'Espagne. Mais quasiment tous les pays d'Europe de l'Est, notamment les pays nordiques, la France, la Belgique, ont transposé. Le deuxième point, c'est que la CSRD a été condamnée, vilipendée comme un bouc émissaire parce qu'elle pèse sur la compétitivité et fait perdre des marchés. Alors, c'est triplement injuste. D'abord parce que la CSRD est à peine en place. Les premiers rapports sont en train de sortir, donc, qui ne concernent que quelques entreprises qui avaient déjà des grosses obligations de reporting RSE. Cette CSRD, donc cette Corporate Sustainable Reporting Directive, qui oblige les entreprises à structurer un rapport RSE qui existait déjà, c'est le deuxième point, ce n'est pas une nouveauté. Les entreprises aujourd'hui sont très très sollicitées sur la donnée RSE et font des dizaines de formulaires, de rapports auprès de leurs parties prenantes. Donc la CSRD est là aussi pour simplifier le reporting en le structurant comme un guichet unique. Et puis le troisième point intéressant, un peu ironique, c'est que la Chine a déposé en décembre 2024 sa propre CSRD. Et donc si la Chine le fait, on peut imaginer que elle pense que c'est compatible avec sa compétitivité. Ce n'est pas forcément un objectif en soi, ni un obstacle. Voilà, donc il faut quand même remettre ça dans un contexte. Ce n'est pas en détruisant la CSRD qu'on va solutionner les problèmes d'énergie des entreprises, le coût de l'énergie, le problème de baisse des marchés, de compétition sur des matières premières. Ça n'a rien à voir. Le troisième élément important, c'est que la CSRD est apparue comme un coût important et un coût administratif et bureaucratique. Alors en termes de montant, on a notamment entendu que la CSRD coûtait jusqu'à 323 000 par an. C'est faux. Aujourd'hui, les prix de marché en termes d'accompagnement en interne ou en externe sont autour de 50 000 euros, plus une licence si on veut digitaliser son reporting, autour de 12 000 euros. Et en plus, il y a des dispositifs qui existent, comme celui de BPI France, qui permet aux entreprises de bénéficier de subventions jusqu'à 12 000 euros sur ces coûts d'accompagnement, de déploiement de ce système de reporting. Et le deuxième élément que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas un coût administratif, ce n'est pas une taxe qu'on paye, ce n'est pas du remplissage de papier. Ce sont des emplois non délocalisables, qui sont des emplois qualifiés, des experts, des ingénieurs, des gens qui sont là pour accompagner l'entreprise. On peut estimer qu'il y en a sans doute en Europe 50 000 aujourd'hui, que ce soit en interne ou en externe, et qui sont véritablement une chance pour la compétitivité de l'Europe. Si on détruit ce genre de dispositif, il y aura une perte d'emploi nette, c'est sûr, et il y aura une perte d'expertise et de compétences. Alors c'est vrai que le contexte géopolitique est très troublé actuellement, mais quand même de voir la Chine se lancer sur cette démarche, ça semble être un point majeur. Oui, c'est une démarche qui a été imposée par le ministère des Finances chinois, qui s'applique aux entreprises à partir de cette année et qui suit les mêmes principes de double matérialité. Donc on regarde à la fois ce qui est important en termes de RSE d'un point de vue d'impact de l'entreprise sur la planète, et puis en quoi les sujets RSE vont impacter le compte de résultat, la rentabilité de l'entreprise. C'est la même démarche en Chine, avec des thématiques comme le climat, la biodiversité, le social, la gouvernance. Et le dernier point, la complexité de la CSRD. Alors c'est complexe, c'est lourd, mais il n'y a pas 12 000 points de données à reporter comme une ministre a pu l'évoquer sur une chaîne publique. C'est un référentiel qui offre une potentielle base de données de 1200 points sur lesquels l'entreprise va pouvoir sélectionner les points qui sont attachés à des enjeux importants pour elle. Donc, de notre expérience, des entreprises qu'on accompagne, par exemple des PME, on est plutôt autour de 300 à 500 points de données, sachant que sur ces 1200 points, il y a des dérogations pour les PME jusqu'à 490 points de données qui n'ont pas du tout à être reportés. Donc, encore une fois, la caricature est peut-être facile, peut-être que les gens ont lu un peu trop vite les textes parce qu'ils sont épais, mais c'est une législation qui est quand même adaptée et qui doit être maintenant simplifiée. Ça, c'est vrai. Sur ce sujet-là, on a participé au mois de février à une enquête qui a été faite auprès des entreprises françaises. 300 entreprises françaises de toute taille ont répondu en leur demandant quelles étaient leurs attentes sur la CSRD. Et principalement, ces attentes ont été des demandes de soutien, d'allègement, de subventions, de guides sectoriels, de pouvoir alléger les règles de l'audit, les narratifs, le nombre de points de données. Et ça, c'est vraiment des éléments que vous voyez sur la gauche qui sont majoritaires dans les demandes des entreprises. Ce qui concerne les suppressions ou l'abandon de sujets comme la double matérialité, c'est extrêmement minoritaire, donc c'est moins de 2%. Et même pour les entreprises de moins de 700 collaborateurs, il y a simplement 9% des entreprises qui ont demandé la suppression de la CSRD. Donc il y a un peu un mélange entre une volonté de simplification positive pour mieux faire et une volonté de simplification
destructive pour défaire la CSRD, qui serait, on le pense quand même, un retour en arrière douloureux, surtout pour les entreprises qui se sont déjà préparées. Ludovic, je vais prendre la première question qui est arrivée, qui a trait au sujet de subvention qui est abordé dans cette diapositive. Et finalement, de quel dispositif BPI est-il question ? Alors, il s'agit de 2 dispositifs complémentaires qui s'appellent Mission Conseil RSE et Mission Stratégie Environnementale, donc qui permettent de mobiliser une vingtaine de jours de conseils qui sont du coup subventionnés par BPI. Et un certain nombre de consultants en France sont habilités pour réaliser ces missions, dont R3. On a reçu notre habilitation là sur le début de l'année. Et donc, du coup, ce sont des consultants qui sont à Paris, à Lyon, à Marseille, un peu partout, qui peuvent accompagner les entreprises là-dessus. Et vous l'êtes accrédité ? Voilà, tout à fait. Dernier élément sur le contexte en fait historique, c'est qu'aujourd'hui, des rapports CSRD sont sortis. Donc on est passé du fantasme à la réalité. On voit que ce sont des rapports qui sont assez lisibles, qui sont comparables les uns avec les autres, qui répondent aux grandes promesses qui étaient celles de la CSRD de pouvoir apporter une photo qui était fiable sur l'entreprise. On retrouve par exemple dans ce rapport de Netcompany, une société danoise, des informations sur leur data center, en termes d'impact sur l'eau, en termes de zone hydrique. Ce sont des choses qu'on n'avait pas dans les rapports RSE historiquement. Ce sont des informations utiles pour la prise de décision de l'investisseur, du fournisseur, du consommateur. Et donc, il y a une dimension d'accès à l'information publique qui est contenue dans ce dispositif CSRD qui est intéressant. C'est un droit, en fait, un nouveau droit que les citoyens, les associations, les médias acquièrent à travers l'information. Ce qu'on a constaté, pour finir sur cette introduction, c'est qu'en 18 mois, la CSRD a déjà créé une révolution dans le domaine de la RSE. Elle a permis de faire monter d'un cran, particulièrement en France, beaucoup de sujets. Et donc la RSE, c'est plus sérieux, c'est plus pris en compte, c'est plus structuré, c'est plus fiable. Ce sont souvent les conseils d'administration maintenant qui peuvent la traiter. Ce sont des décisions collégiales avec des directeurs financiers qui sont montés à bord. Ce sont aussi des gestions de risques plus fines qui permettent d'analyser exactement, quand on parle d'adaptation notamment, des choses qui arrivent maintenant dans le quotidien des entreprises. Et ça permet aussi une accélération des plans climat puisqu'il faut pouvoir faire son bilan carbone chaque année. En parallèle, les directions des entreprises sont en train de monter en compétence sur ces sujets. Ils savent traiter maintenant des variables comme la pollution, comme la biodiversité, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Donc en fait, on est arrivé à un nouveau standard, un peu golden standard, un standard, on va dire, de référence, qui est l'analyse de double matérialité, qui est le socle d'une stratégie RSE qui va être solide et robuste. Alors, double matérialité, finalement, c'est l'impact que peut avoir l'entreprise sur l'environnement, et à l'inverse, comment les changements au niveau de l'environnement peuvent impacter l'entreprise, c'est bien ça ? C'est ça, on va regarder d'abord tous ces impacts, les impacts en termes de CO2, d'atteinte à la biodiversité, de pollution, pour pouvoir voir comment elle va réussir à les diminuer dans le temps. Et puis on va regarder aussi les risques. Quels sont les risques pour l'entreprise en termes d'adaptation de ses sites au changement climatique, de détérioration de la qualité ou des prix de ses matières premières à cause de l'érosion de la biodiversité, ou de conflits sociaux qui pourraient être dus à des conditions de travail qui ne sont pas respectées, qui vont pénaliser sa rentabilité. C'est un peu cette approche-là qu'a retenu d'ailleurs aussi un certain nombre d'autres pays un peu mineurs par rapport à la Chine, comme le Botswana, qui est un des pays les plus stables en termes d'économie en Afrique et qui comprend bien que pour avancer, on a besoin de maîtriser les deux à la fois. Et donc cette matrice-là, en fait, cette approche-là est en train de devenir un standard, que la CSRD soit maintenue, détricotée ou pas, parce que beaucoup d'entreprises s'y sont mises en fait depuis 18 mois. Alors, après cette introduction, qu'est-ce qui a été proposé dans l'omnibus, concrètement? Ça n'a pas été simple. Beaucoup de choses ont été proposées, sachant qu'on parle d'un omnibus 1. Il y aura un omnibus 2, un omnibus 3 qui vont porter sur d'autres textes issus de la législation européenne pour continuer à simplifier les choses. Et vous y viendrez d'ailleurs, les négociations sont en cours. Tout à fait. Donc c'est une proposition de la Commission européenne qui vient s'appliquer, vous voyez, en orange sur différents textes de loi qui étaient en vigueur, notamment aussi la taxonomie verte. Donc la taxonomie verte qui est un référentiel qui permet de classer les activités de l'entreprise entre les activités vertes et non vertes pour que les investisseurs puissent orienter les euros vers celles qui sont le plus vertes possible. Ça impacte aussi la CS3D, l'équivalent du devoir de vigilance pour l'Europe. Ça l'impacte très fortement même. Il y a 8 mesures de
dépeçage, on peut dire, hein, puisque il y a des sujets autour de la responsabilité civile, de la fréquence des audits, etc., qui sont proposés d'être beaucoup allégés. Et puis, ça impacte aussi, du coup, la CSRD, qui aujourd'hui s'applique à 50 000 entreprises en Europe. On est moins familier de CS3D. Quand on parle beaucoup de CSRD, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui, la CS3D, donc l'idée c'est qu'une entreprise d'une certaine taille, donc de plus de 5000 collaborateurs, va devoir mettre en place des procédés, des processus, des sanctions pour vérifier que sa chaîne de valeur elle respecte les droits humains, les droits environnementaux et a un impact qui est maîtrisé. Et donc, ce sont des choses que les entreprises les plus grandes font parce que leur chaîne de valeur est très complexe. Et la France a mis ça en place. Maintenant, c'est au niveau européen que ça devrait pouvoir être mis en place. Voilà. Alors, pour faire l'analyse de l'omnibus, on a séparé l'analyse en 3 catégories complémentaires en fonction des critères. Voilà, des critères. Donc, d'abord, sur cette page, vous allez voir ce qui concerne les entreprises cotées qui ont plus de 500 personnes qui, du coup, ont leur publication cette année en 2025. Donc ce sont des entreprises comme le Crédit Agricole ou d'autres entreprises qui ont cette obligation en place. On a vu les premiers rapports apparaître, hein, Airbus par exemple, c'est en train de sortir. Donc la publication, ça ne change pas puisqu'elles ont déjà publié. Il n'y a pas de délai d'échéance repoussée. En termes de seuil, par contre, une première proposition de la Commission européenne serait de remonter le seuil de 500 employés, donc jusqu'à au-dessus de 1000 employés, avec toujours le seuil du bilan et du chiffre d'affaires. Cette remontée veut dire que potentiellement, on aurait des entreprises qui aujourd'hui ont publié leur premier rapport, qui ne devraient potentiellement pas publier de deuxième ou de troisième rapport. Il y a aussi beaucoup de modifications autour du périmètre qui sont proposées, qui vont dans le bon sens, qui sont là pour simplifier, donc elles sont vraiment bienvenues, en termes de nombre de points de données obligatoires, en termes d'obligation d'appliquer la taxonomie, qui ne deviendrait obligatoire que pour les entreprises de plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, en termes de simplification dans les prochaines publications à avoir, on s'arrêterait, on va dire, sur les normes actuelles sans ajouter de nouvelles normes sectorielles. Et puis, on aurait aussi un audit du rapport qui serait aménagé. Aujourd'hui, l'audit a une assurance limitée qui deviendrait normalement raisonnable dans 3 ans. Ça, c'est ce qu'il y a dans la loi actuelle, la directive actuelle. Et en fait, il serait restreint et resterait au niveau d'assurance limitée. Donc, on n'aurait pas une assurance d'audit ligne à ligne sur ce rapport-là. Donc pour ces entreprises qui ont déjà publié cette année ou qui sont en train de publier, puisque certaines ont des exercices décalés, elles continuent en fait à faire les choses, mais les choses pourraient changer pour elles, surtout pour les entreprises entre 500 et 1000 collaborateurs. Si on devait traduire simplement ESRS et BDD? European Sustainability Reporting Standard, donc ce sont les standards européens de reporting environnementaux et sociaux. Voilà, donc c'est l'équivalent des IFRS en termes de comptabilité financière. Là, c'est des normes de comptabilité extra-financière. Sectorielle. Voilà. Et donc, vous avez aujourd'hui, BDD, c'est une base de données. C'est une abréviation qu'on utilise pour dire que l'ensemble des data points va diminuer. Il ne sera plus potentiellement jusqu'à 1200. Il va diminuer sans doute en dessous de 1000. Tout ça, comme toutes les pages qu'on va voir, est sous réserve du vote au Parlement. Ce sont des propositions de la Commission. Alors, pour les entreprises de la deuxième vague, c'est celles qui doivent publier l'an prochain, en 2026, donc sur les comptes 2025. Pour ces entreprises-là, il y a une première proposition de report en fait, de la Commission, donc de pouvoir décaler cette obligation de reporting de 2 ans, et donc de n'avoir à publier leur premier rapport CSRD qu'en 2028 sur les chiffres 2027. S'appliquerait aussi le même changement de seuil, c'est-à-dire que seraient exclues de l'obligation de reporting toutes les entreprises qui avant l'étaient entre 250 et 1000 collaborateurs, grosso modo, puisqu'on remonterait le seuil à 1000 collaborateurs, ce qui ferait vraiment un gros changement, puisqu'on aurait 80% des entreprises qui seraient sorties du scope, sorties du périmètre obligatoire. Donc ça, c'est quand même majeur, on passerait de 50 000 à 10 000 entreprises en Europe. Pour les changements de périmètre, c'est la même chose que pour les entreprises de la première vague. En fait, c'est la base de données, la façon de faire le rapport, etc. Il y aurait une simplification qui serait importante. Et puis, pour l'audit, on serait aussi sur une modification de l'assurance pour rester sur de l'assurance limitée. Ces entreprises-là sont des entreprises qui, pour quasiment la moitié, on va dire en France, peut-être un tiers en Europe, se sont préparées déjà. En France, on a transposé depuis décembre 2023.
tout 2024, il y a vraiment 3000 entreprises à peu près, sans doute, qui se sont préparées, donc qui ont investi de l'argent sur cette préparation, qui ont affronté la complexité, qui s'y ont mis, qui en ont tiré des bénéfices, mais qui, là, se voient en train de se dire alors là, tu peux peut-être lever le crayon parce que ça va être dans 2 ans et ça va être sur un référentiel potentiellement différent. Donc là, la première réaction qui a eu lieu suite à l'omnibus, c'est beaucoup de complexité, beaucoup d'incertitude. Donc ce n'était pas forcément l'objectif, je pense, majeur de la Commission, mais ça a été un effet immédiat important. Et puis pour finir l'exposé de ce que propose l'omnibus de la Commission européenne, c'est que pour toutes les autres entreprises, donc du coup qui seraient celles en dessous de 1000 collaborateurs, pour faire simple, ça serait du reporting volontaire. Un reporting volontaire qui serait basé sur un autre référentiel de normes qui s'appelle le VSME, donc Voluntary Small and Medium Enterprise, donc qui était pensé au début pour les PME, qui étaient des PME non cotées. Et là, on aurait effectivement un référentiel très, très simple, avec 60 à 100 points de données. Et pour le moment, pas de double matérialité. Donc il y a un problème de cohérence potentielle là-dessus entre des entreprises qui feraient des analyses sans tenir en compte l'impact sur la planète de leur activité, donc simple matérialité VSME, et des entreprises, les autres, l'obligatoire, qui feraient avec la double matérialité. Ces entreprises, elles travaillent entre elles. Les données d'une sont les données de l'autre, dans le cadre du carbone, dans le cadre de la biodiversité. Donc on a quand même un problème de cohérence potentiel important. Alors, après ces quelques précisions importantes sur les propositions de modification de la Commission européenne, pour tous ceux qui ne sont pas spécialistes du droit européen, et il y en a beaucoup, et j'avoue qu'il y a 6 mois, je n'étais pas non plus expert, mais là, on a été obligé de s'accrocher, de prendre des cours de législation européenne. Les discussions ne font que commencer, puisque la Commission n'a pas le pouvoir législatif sur la directive en tant que telle. Elle le partage avec le Conseil des ministres européens et le Parlement européen. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, rien n'est sûr. Tout peut encore évoluer dans les prochains mois. C'est important de le rappeler. On a vu parfois des articles passer en disant la CSRD a été votée. Non, elle n'a pas été revotée. Il y a une proposition de modification. Discutée. Qui a des adhérents, qui a des opposants. Et donc, il y a aussi des batailles politiques qui commencent, qui se mettent en place. Le tout dans des majorités nationales qui sont faibles, avec en Allemagne, en France, des problèmes de majorité. Au Parlement européen, également, une majorité qui n'est pas forcément évidente, puisque la majorité qui avait voté la CSRD, qui a mis en place Ursula von der Leyen au pouvoir, est en train de proposer une modification de son propre texte. Mais à l'intérieur de cette majorité, qui va des écologistes jusqu'à le Parti populaire européen, donc de droite, tout le monde n'est pas d'accord sur l'omnibus. Il y en a qui trouvent que c'est beaucoup, beaucoup trop simplificateur, d'autres qu'on ne va pas assez loin. Donc il y a vraiment des débats politiques importants. Concrètement, qu'est-ce qui se passe une fois qu'une directive est proposée par la Commission ? Elle rentre dans un mécanisme de trilogue européen qui est assez simple, en fait, mais assez long, qui est simple dans le sens où la Commission a fait une proposition, le Parlement va faire sa propre version de la proposition et le Conseil des ministres européens va faire sa propre version de la disposition. Et donc on va avoir 3 versions et ensuite ils vont discuter entre eux pour aboutir à une synthèse qui soit votable, notamment par le Parlement européen. Et une fois que ces éléments-là sont votés, ils doivent ensuite être retransposés dans le droit français. Donc il y a un nouveau vote au Parlement pour pouvoir retransposer la modification de la directive. On y verra plus clair avant ou après l'été, c'est ça ? Alors, en fait, finalement, la Commission a décidé de scinder en 3 les choses. Il y a 2 directives, donc 2 lois. Une première loi qui s'appelle Stop the Clock, qui va porter simplement sur le décalage de 2 ans. Cette loi va être votée plus vite. Elle va être votée sans doute avant l'été. En tout cas, le Parlement européen, certains partis ont demandé une procédure dite fast track, donc d'examen rapide, pour pouvoir le faire. Et c'est vrai que c'est important de lever quand même le doute sur ce qui va se passer dans 6 mois, parce que les rapports sont en train d'être faits. Donc ça, c'est une première directive qui va sans doute être votée avant l'été, qui devra ensuite être transposée en France. Donc on espère qu'elle sera transposée avant le 31 décembre, puisque après, l'obligation actuelle en place en France, c'est de faire son rapport au 31 décembre. La deuxième directive, ça va être sur tout le reste, donc c'est-à-dire, par exemple, le sujet des seuils. Est-ce qu'on reste à 250 ? Est-ce qu'on monte à 1000 ? Est-ce qu'on est plutôt à 500 ? Voilà, ces discussions-là. Et là-dessus, il y a beaucoup moins de majorité aujourd'hui. Donc ça va être plus long. Ça sera sans doute un vote au Parlement européen avant décembre 2025. Et puis ensuite, qui devrait être retransposé en France aussi. Et puis ensuite, il y a un acte délégué, donc un décret,
qui va porter sur le référentiel ESRS, qui sera, lui, dans les 6 mois après le vote au Parlement européen. Donc, il pourrait être sur le premier semestre 2026, qui devrait être, du coup, aussi retransposé en France. Et donc, du coup, on va avoir sans doute une visibilité fin 2026 sur l'intégralité du dispositif. Et c'est vrai que ce calendrier n'est pas forcément facile à manager pour les entreprises. D'ici là, en fonction de la taille des entreprises, elles sauront si elles ont un report ou pas, quand même. Oui, tout à fait, voilà. Effectivement. Et puis ensuite, le nouveau calendrier va se mettre en place. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, descriptive de la plus probable. Mais vu la complexité du monde actuel avec des crises géopolitiques, des sujets qui viennent sur le devant de l'agenda d'un coup, tout ça peut être modifié, hein, c'est quand même très instable. En tout cas, ce qu'on constate, et c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, c'est que la RSE ne va pas se mettre en pause avec l'omnibus. Elle ne se met pas en pause, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, le désengagement qu'on voit actuellement du politique aux États-Unis ou de certains partis en Europe ne va pas masquer déjà tout ce qui a été fait et tout ce qui doit encore être fait. On a des milliers d'entreprises qui avancent sur la RSE depuis 10 ans sans attendre le réglementaire. Il y a vraiment ce besoin croissant des investisseurs pour avoir de la donnée RSE pour pouvoir mieux décider. Et les entreprises aussi commencent à devoir gérer des risques dans tous les sens et elles veulent savoir si elles vont mettre du CAPEX et de l'OPEX sur certains sujets ou sur d'autres. Enfin, on se rend compte quand même que la prise de conscience générale en Europe et en France a été forte sur des sujets de climat, de biodiversité, d'inégalité, etc. Les politiques européennes, françaises, publiques, privées, etc., sont assez solides par rapport à ce qu'on est en train de voir aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, je ne les ai pas mis dans le document puisque je les ai eus que hier. Nous, on a fait une enquête auprès de nos clients aujourd'hui, les 70 clients. 95% sont en train de continuer, même si ce sont des entreprises qui potentiellement vont passer en dessous des seuils. Et une étude hollandaise vient de sortir, 90% des entreprises étudiées aussi en Hollande vont continuer, alors que la Hollande n'a même pas transposé. Donc il y a vraiment ce besoin intrinsèque qui est évidemment partagé par toutes les directions RSE, mais aussi les directeurs financiers maintenant. Et un certain nombre de DG ont réussi à trouver de la place d'un point de vue budget et bande passante en 2025 sur ce sujet de la RSE pour ne pas tout arrêter. Alors moi, je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que beaucoup d'entreprises continuent parce que ce sont des entreprises qui vont prendre de l'avance, qui vont s'alléger la future charge de travail pour pouvoir passer à d'autres sujets. Et peut-être que c'est indiqué ici, à propos de donneurs d'ordre, les grandes entreprises vont sans doute garder de l'exigence vis-à-vis de leur écosystème de sous-traitants, de fournisseurs. Ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter puisqu'elles sont dans des logiques, par exemple, de décarbonation du scope 3, dans des programmes de l'ADEME autour de ACT. Donc leurs fournisseurs sont à engager. Et donc ça se multiplie. On fait 2 programmes en ce moment avec la SNCF et Intermarché autour de ça. Et ils sont très motivés pour que leurs fournisseurs soient continuellement en progrès. Et puis voilà, on ne va pas la commenter forcément, mais la pression, elle est quand même forte aussi d'un point de vue investisseur, mais aussi d'un point de vue recrutement, fidélisation. Les consommateurs, les collaborateurs sont des personnes qui sont sensibles à tous ces sujets. Alors que faire maintenant concrètement pour vous qui êtes une entreprise en fonction de votre taille, de votre maturité? Alors on a élaboré des scénarios qui sont en train de se confirmer. Je vais simplement rappeler les grandes étapes d'une préparation à la CSRD parce qu'on se rend compte que sur ces 4 étapes qui sont classiques maintenant d'état des lieux, où on fait toutes les cartographies demandées par le rapport, notamment la chaîne de valeur, l'étape de réalisation en elle-même de la double matérialité, où on va chercher tous les risques, les impacts, on va les noter, on va les classer pour avoir une matrice qui permet de donner les plus importants. Puis ensuite, le travail de fond sur la stratégie RSE. Donc, quelles sont les actions que je fais, que je mets en place? Est-ce que ça impacte mon compte de résultat? Est-ce que je dois arrêter telle activité parce que je n'arrive pas à la décarboner? Est-ce qu'au contraire, je dois investir sur tel sujet? Ça, c'est l'étape 3. Toutes ces étapes, 1, 2, 3, en fait, ce sont des étapes à la fois CSRD, mais de stratégie. Donc, c'est vraiment un bloc un peu à part. Et puis, il y a l'étape spécifique de reporting qui est pas la plus drôle. Parce que là, on rentre justement dans la complexité de faire de la collecte de données, de la fiabilisation de données et de transformer ça en un rapport le plus digeste possible. Ça, c'est une étape pour le coup spécifique qui est du protocole de reporting.
En tout cas, en fonction du degré d'avancement de l'entreprise dans ces 4 étapes-là, les recommandations ne seront pas forcément les mêmes. Pour faire simple et pour résumer, en tout cas pour 2025, on conseille à toutes les entreprises, même les plus petites, de conserver leur dynamique sur les étapes 1, 2 et 3, parce qu'elles vont leur servir pour améliorer leur stratégie RSE et trouver la meilleure conjonction avec leur stratégie business. Alors, pour les entreprises de plus de 1000 collaborateurs, il y a 2 cas de figure, comme vous l'avez compris. Il y a les entreprises cotées, donc de plus de 1000 collaborateurs, qui sont en train de publier leur rapport. Donc là, la recommandation, c'est simplement de pouvoir poursuivre les travaux pour être à temps, puisque c'est une obligation qui est en place. Donc il faut qu'elle fasse ce travail, qu'elle soit auditée et qu'elle puisse ensuite mettre à disposition ce rapport-là. Et puis, de regarder, une fois qu'on aura eu les votes au Parlement, donc les 2 votes finalement, voir quels sont les allègements dont elles vont pouvoir bénéficier potentiellement. Donc là, c'est plutôt une logique de suivi de projet assez classique. La deuxième partie des entreprises de plus de 1000 collaborateurs, ce sont les entreprises non cotées. Donc ce sont des entreprises qui aujourd'hui ont publié une DPEF, donc une déclaration de performance extra-financière sur 2025, et qui avait jusqu'à présent, toujours en place en France puisque ce n'a pas été transposé, cette obligation de publier le rapport CSRD en 2026. Là, c'est exactement ce que je viens de dire. On vous conseille de continuer votre préparation jusqu'à la double matérialité et puis de voir tactiquement, ça sera peut-être en mai, en juin, en juillet, en septembre, ce que vous faites. Est-ce que vous voulez aller plus loin et préparer un rapport 2026 qui sera très très proche d'un rapport CSRD, ou si vous voulez rester plutôt sur un format de type DPEF. On n'a pas encore de certitude pour savoir sur ce segment d'entreprise si la DPEF sera exigée l'an prochain. Parce que normalement, elle s'éteignait au 31 décembre 2025. Donc là, on attend des clarifications du législateur, notamment en France, sur ce sujet qui est un peu un vide juridique pour le moment. En tout cas, quand on parle de chaîne de valeur, ces entreprises, même non cotées, qui ont un effectif supérieur à 1000 collaborateurs, elles vont être sollicitées par leur donneur d'ordre. Oui, exactement. C'est vrai que c'est un bon point. Ces entreprises-là, elles ne seront pas, on va dire, protégées ad vitam aeternam, donc autant qu'elles commencent à être en logique de collecte de données sur ces sujets-là qui sont communs avec leur chaîne de valeur. Et puis donc, cette année, après le ou les votes au Parlement, de pouvoir décider la fin du projet, est-ce que vous restez dans du reporting CSRD ou basculez dans un autre reporting. Pour les entreprises entre 500 et 1000 collaborateurs, alors là, c'est vraiment, moi, je trouve quand même le cœur du problème ou du sujet. Ce sont des entreprises aujourd'hui qui, pour un certain nombre, de par leur statut juridique, font des DPEF, mais toutes, en fait, elles font quasiment des rapports RSE aujourd'hui, hein, même s'ils sont parfois un peu schématiques. Là, elles sortiraient du scope, potentiellement. Donc, c'est vrai que c'est un sujet vraiment majeur pour cette entreprise non cotée. Ça sera un retour en arrière. Un retour en arrière, puisqu'on n'aurait plus l'information obligatoire sur ces entreprises-là. Donc, c'est quand même, notamment en France, une problématique qui risque de soulever des débats. Pour les entreprises cotées qui sont, comme les entreprises cotées de plus de 1000 collaborateurs, dans la première vague, vous publiez votre rapport cette année. Et puis ensuite, vous allez peut-être être exempté du rapport CSRD si le Parlement européen garde le seuil des 1000. S'il décide et réussit à négocier un seuil de 500, vous y resterez. Et voilà, donc ça c'est quand même encore toujours le même système. Poursuivre les travaux que vous avez faits sur le reporting pour ceux qui sont obligatoires cette année et poursuivre les travaux juste sur la double matérialité, l'analyse stratégique pour les autres entreprises et attendre un petit peu les votes au Parlement. Dernier point, c'est sur les plus petites entreprises de moins de 500 collaborateurs. Bon là j'avoue que c'est là où la CSRD a été la plus dure. Ce sont des entreprises qui n'ont pas toujours la structure d'un responsable RSE. Qui sont sous le feu de grosses pressions commerciales, business, etc. Donc c'était compliqué comme exercice. C'était sans doute, je pense, trop tôt pour elles. Ça aurait été vraiment bien qu'elles puissent avoir peut-être un an de plus. Donc peut-être que ça, c'est des choses qui vont aussi être négociées. Pour ces entreprises de 250 à 500 collaborateurs, peut-être une suppression totale ou un report ou des aménagements, mais elles ont besoin d'être aidées. Ça, c'est très clair. Et c'est un petit peu... Là, c'est plus finalement le directeur de l'entreprise qui va décider s'il met l'énergie ou pas là-dessus cette année, puisqu'on va passer dans quelque chose qui sera sans doute... là, c'est très, très probable quand même que ça soit du volontaire. Donc... c'est intéressant. On va organiser le 27 mars chez R3 un webinaire spécifique pour ces entreprises-là, notamment pour parler du format VSME,
comment elles peuvent l'utiliser, puisqu'il est a priori en partie disponible, pour faire leur reporting RSE, leur rapport RSE cette année, l'an prochain, de manière efficace. Il y a une centaine de points. Mais en fait, si elles font ça, elles vont sans doute pouvoir satisfaire à un certain nombre de choses de leur chaîne de valeur. Donc c'est intéressant pour elles. Sur ces 3 aspects-là, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-là. Les premières sont arrivées, mais on pourra les poser Très tout bien. à l'heure. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation tellement dramatique pour plein d'entreprises où le mur se rapproche en termes de coût de l'énergie, en termes de nécessité de s'adapter au changement climatique, de trouver des moyens de faire avec moins d'emballage, de contrer des problèmes de pollution qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans la presse, dans les médias. La RSE est en train de devenir un élément qui peut être potentiellement protecteur pour le business. Mais ça veut dire que la stratégie RSE a beaucoup évolué quand même. Aujourd'hui, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir que ces stratégies RSE, elles fonctionnent, elles sont robustes si elles ont 2 caractéristiques complémentaires. D'abord, un socle technique solide, donc qui est basé sur la double matérialité. Moi, j'insiste là-dessus. C'est vraiment, il faut faire de la double matérialité. On n'est pas obligé de la faire avec 50 jours d'accompagnement conseil. On peut la faire avec 2 ateliers pour les plus petites entreprises. C'est possible. Et à l'intérieur de cette double matérialité, avoir des expertises, des descriptifs, des diagnostics climat, biodiversité, économie circulaire. On choisit le nombre de sujets qui soient solides aussi, basés sur des référentiels. Et là, la CSRD a beaucoup clarifié les choses. On sait quels indicateurs sont attendus, quelles sont les méthodologies à utiliser. Donc ça, c'est le socle technique. Moi, j'ai été directeur RSE pendant 10 ans avant et j'ai souvent manqué de ce socle technique qui n'existait pas. On avait des datas qui n'étaient pas fiables, qui n'étaient pas assez fines. On avait des approximations. Et on avait aussi des sujets qui étaient des grandes inconnues comme la biodiversité. Aujourd'hui, encore une fois, j'en profite, la BPI France vient de lancer le DIAC Biodiversité. C'est un diagnostic pour les PME de moins de 250 collaborateurs. Vous allez pouvoir candidater à partir du 24 mars. C'est un DIAC qui permet en 10 jours de faire une première analyse de biodiversité sur votre site principal et d'avoir un plan d'action avec l'aide d'un consultant. R3 a été de nouveau habilité, donc on a la chance de participer. Il y a une 50aine de consultants en France qui sont déjà habilités, et la BPI France met une subvention de 4 000 € sur ces 10 000 €. Donc c'est aussi un premier pas là-dessus. Ce socle technique, si vous l'avez, il n'est pas suffisant si la stratégie RSE, elle ne discute pas avec la stratégie de l'entreprise. On a eu des accompagnements de CSRD, donc on a fini la double matérialité et on a fini les analyses stratégiques. Et là, s'il n'y a pas la discussion avec le CODIR pour dire, du coup, qu'est-ce qu'on fait là sur le budget de l'an prochain ? On met ça en CAPEX ou pas ? Est-ce qu'on arrête cette ligne de produit ? Est-ce qu'on lance un peu de R&D sur cet emballage ? Ça ne sert à rien. Enfin, ça, c'est clé. Donc, cet élément complémentaire de pouvoir impacter la stratégie de l'entreprise, il faut que la stratégie soit robuste d'un point de vue technique, mais qu'ensuite qu'elle soit achetée par le CODIR, le directeur financier, le directeur général. Sinon, elle va rester au rang, sur une étagère, avec des... Ce sont des sujets qui sont remontés à un niveau, au niveau stratégique dans l'entreprise. Avec la CSRD. Mais on peut se dire que si on enlève ce cadre obligatoire, qui ne nous dit pas qu'on retourne dans une stratégie RSE qui peut être soupçonnée de greenwashing ? Et puis du coup, je l'ai mis sur la slide, mais finalement, le rapport RSE, c'est juste une conséquence. Ce n'est pas l'objectif final de ce sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des belles histoires qui sont en train de se mettre en place, avec notamment, on accompagne aujourd'hui un réseau de cliniques vétérinaires qui s'appelle Cévetis, qui est une entreprise assez jeune, qui a été financée par un grand fonds d'investissement français, qui marche très bien, et qui est en train de structurer sa stratégie RSE. Elle s'est saisie de la stratégie RSE de la CSRD pour bien faire les choses. Et là, on a des très bons résultats. On est en train d'impacter notamment les sujets autour de l'énergie, des conditions de travail des vétérinaires, etc. C'était un petit peu diffusé, on savait qu'il y avait des choses à faire, mais là, on a une structure, on a un cadre. Donc, c'est vraiment un accélérateur d'efficacité. Et là, je vous ai mis 3 exemples complémentaires pour finir mon propos là-dessus, d'entreprises qu'on a accompagnées. La première, dans la grande distribution, on a fini la double matérialité de la CSRD. L'énergie est vraiment remontée comme très matérielle. On a accompagné l'entreprise pour pouvoir lui trouver des solutions techniques d'investissement sur des équipements froids et des centrales solaires, avec des résultats qui sont déjà là, qui sont très importants pour cette entreprise d'un point de vue financier. Une PME dans le luxe qui avait 50 000 dossiers à traiter.
Le CO2, en termes de taille du CO2 pour le transport, est monté en matériel par rapport à d'autres éléments de CO2. La mise en place d'un plan pour réduire immédiatement l'utilisation du fret aérien, puisque c'est vrai que c'était quelque chose qui était habituel dans l'entreprise. Et puis on a une autre entreprise qu'on accompagne dans l'agroalimentaire où là... des secteurs phares pour le Crédit Agricole, la distribution, l'agroalimentaire. La biodiversité est retombée comme matériel et ce n'était pas le cas pour cette entreprise. C'est-à-dire que on a eu des commentaires en disant que la biodiversité s'érodait depuis 25 ans et que le compte de résultat de l'entreprise n'en avait pas souffert. Là, ce genre de commentaire qui peut être acceptable quand on n'a pas la structure technique, qu'on ne peut pas démontrer, alors on l'a partagé avec l'auditeur et l'auditeur a dit « moi je ne valide pas votre analyse ». Du coup, on a eu de nouveau une discussion et on a pu faire monter la biodiversité comme matériel. Ça a déclenché des plans d'action sur des exploitations agricoles concrets pour faire avancer les choses. Donc c'est vraiment ça qui est aussi intéressant, c'est que la CSRD crée des discussions collectives qui n'ont pas lieu d'habitude ou pas autant. Et donc je pense que c'est vraiment une dynamique intéressante. On a avec nous aujourd'hui inscrit et participé un certain nombre d'acteurs de ces domaines d'activité ici, agroalimentaire et distribution, en effet, voilà, qu'on aura plaisir à accompagner. Parfait. Alors avant d'aborder la session de questions-réponses, je vais proposer un sondage avec deux questions. Tout d'abord, Ludovic, de sonder les participants sur le niveau de satisfaction par rapport à la présentation qui a été faite de cette loi Omnibus et de toutes les conséquences. J'espère que votre présentation a été très claire. Je crois que c'est le cas, d'une part. Et puis une deuxième question qui arrivera à l'écran, permettant aux participants, alors que ce soit les clients ou bien les structures du groupe Crédit Agricole concerné, de pouvoir solliciter un entretien avec les experts R3 pour approfondir en fonction de la taille de l'entreprise, pour pouvoir approfondir ce sujet de la CSRD et la loi Omnibus. Donc voilà, cette deuxième question va vous parvenir. Je vais en profiter pendant la session de questions-réponses pour tous les participants qui sont avec nous aujourd'hui, de vous proposer nos prochains thèmes qui seront abordés notamment avec R3. Donc le premier qui va arriver début avril sur la trajectoire décarbonation, qu'on aura le plaisir de détailler. Et puis nous vous avons mis sur le bas de la page plusieurs sujets qui arriveront ensuite tout au long de l'année, sachant probablement qu'on va rajouter des communications, des événements comme celui-ci qui sont très plébiscités. Nous vous en remercions. Je vais laisser cette diapositive à l'écran pour que vous puissiez flash-coder si vous le souhaitez. Et on va prendre les premières questions. Est-ce que le DIAG biodiversité remplace le DIAG décarbonation? Non, c'est un dispositif complémentaire. C'est un nouveau dispositif. Alors moi, je trouve que c'est vraiment quand même très, très ambitieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une stratégie nationale de biodiversité que tout le monde ne connaît pas forcément. Il y a un opérateur qui s'appelle l'OFB, donc certains ont entendu parler récemment, voilà, qui a l'ambition que d'ici à 2030, 5000 entreprises s'engagent en France sur la biodiversité, dans un programme qui s'appelle « Entreprises engagées pour la nature ». Et donc, pour que ça se passe, ils sont en train de mettre en place ce DIAG biodiversité en partenariat avec BPI France, qui permet aux entreprises de faire le parcours de 10 jours, d'identifier les impacts, les risques les plus importants, de faire de l'analyse de site, de risques, de faire un plan d'action. Et quand ils ont fini, ils peuvent postuler à engager pour la nature et rentrer dans ce programme. Et donc, l'ambition est assez forte puisqu'on veut passer de 500 entreprises engagées à 5000 en 5 ans, grosso modo. Et donc, il y a un premier budget de BPI France pour quelques centaines d'entreprises sur le DIAG biodiversité qui va être reconduit, j'espère, chaque année pour pouvoir les accompagner. Donc ça vient en complément. Tant qu'on n'a pas... on peut faire le DIAG biodiversité, le DIAG décarbonation en parallèle. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, c'est assez intéressant de relier souvent ce sujet au sujet d'adaptation et de décarbonation, puisque on ne veut pas accumuler plus de plans en fait, d'action, mais on veut vraiment pouvoir les fusionner et les mélanger.
Donc ça, c'est intéressant. Il y a eu un gros effort de BPI France qui a permis de développer toute une méthodologie assez simple avec des livrables, vraiment. Et puis, ils ont sélectionné 50 consultants un peu partout en France. Il y en a en Bretagne, à Marseille, en Guyane, à Lyon, qui vont accompagner les entreprises dans les territoires. J'espère que les régions vont emboîter le pas pour pouvoir subventionner aussi potentiellement ce dispositif. Et ce sont des dispositifs qui durent 10 jours en 3 mois. Donc voilà, ça peut être très concret pour 2025 pour ces entreprises-là. C'est tout secteur. Voilà, il faut juste avoir moins de 250 collaborateurs et moins de 50 millions de chiffre d'affaires aux sirènes. Et puis ensuite, on peut postuler et trouver son consultant, que ce soit R3 ou d'autres. Merci pour cette information qui peut aider quelques entreprises à se décider justement sur ces sujets de biodiversité. Pendant qu'on est sur des sujets de seuil, on va revenir un peu en arrière dans la présentation. Est-ce que les deux critères qui sont pris en compte, l'effectif plus le chiffre d'affaires ou le bilan dans le cadre de CSRD, ou alors l'atteinte de l'un ou l'autre? C'est vrai que l'effectif, pour le coup, a un aspect très important. Oui, alors dans la réforme, dans la loi actuelle, c'est 2D3. C'est donc 2D3, donc entre effectif, chiffre d'affaires et bilan. Là, la proposition est de simplifier et de dire c'est l'effectif et un des deux autres. Voilà, donc si on est plus de 1000 collaborateurs et plus de 50 millions de chiffre d'affaires, on va être soumis. Ou si on est plus de 1000 collaborateurs et plus de 25 millions de bilan. Donc c'est simplifié dans ce sens-là. Voilà. Très bien. Je me permettrai aussi de vous proposer à l'écran un flashcode qui permet cette fois-ci d'accéder à l'ensemble de nos webinaires, pour une grande partie réalisés avec notre partenaire stratégique R3 sur différents sujets. Donc vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Okay. Et une question autour finalement de la transparence des données. Elle est un peu longue, mais je vais la prendre en entier. Donc j'ai entendu chez un client que l'Europe déconseillerait de continuer à divulguer autant de données, cette transparence étant perçue comme une menace en termes de compétitivité par rapport aux autres entreprises. Qu'en pensez-vous? Un sujet un peu large. Mais... Alors déjà, je vais rappeler un élément technique qui est jamais mentionné dans les articles de presse ou dans les conversations là-dessus. Dans les dispositions actuelles de la CSRD, il y a des dispositions écrites qui disent que s'il y a un sujet de confidentialité ou de secret des affaires, l'entreprise a le droit de ne pas mettre les données dans le rapport. C'est écrit texto, hein, donc ça a été prévu. Les législateurs ne sont pas stupides non plus. Et ça, c'est ignoré par des gens qui disent par exemple ce genre d'argument. Après, il restera un certain nombre de données qui sont des données intéressantes sur l'entreprise, mais on est dans une logique aujourd'hui de transparence, pas simplement pour les compétiteurs, mais pour toutes les parties prenantes. Enfin, je pense qu'on a quand même compris qu'aujourd'hui, les consommateurs, les médias, les ONG avaient besoin d'informations. Est-ce qu'on est obligé d'aller à chaque fois sur un scandale ou un pseudo-scandale, comme on le voit à chaque fois sortir de cache investigation, etc., pour arriver à la vérité ? Pas forcément, surtout qu'en plus, il y a des polémiques autour de ces divulgations-là. On n'est pas obligé de tout conflictualiser. Là, on a la possibilité d'avoir un certain nombre de données qui sont intéressantes. Je pense que quand on va avoir le rapport de Danone est sorti sur les sujets autour des nappes phréatiques, de l'eau, etc. Alors, il n'y aura peut-être pas toute l'information cette année, mais on aura un certain nombre d'informations. Et c'est une base solide qui est intéressante. Donc oui, il y a plus de transparence, il y a plus de données sur le marché. Mais il faut aussi savoir que si on a beaucoup de données, ça va nous permettre d'être plus intelligents. L'intelligence artificielle qui arrive là-dessus va permettre aussi de comparer toutes ces données, de faire des moyennes, de faire des benchmarks. Et ça permet aussi aux entreprises de trouver des solutions ou des partenaires de solutions en lisant leur rapport ou en accédant à la donnée. C'est intéressant ce point parce que c'est ce qui a motivé notamment en aparté la création d'un collectif que R3 soutient qui s'appelle We Are Europe. Donc vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, qui est en train de se constituer. Il y a aujourd'hui à peu près 300 professionnels qui se disent... Quand on a vu arriver cet omnibus, on s'est demandé comment la Commission européenne avait fait ses propositions. Parce qu'il n'y a aucune étude d'impact. Il n'y a aucune consultation large des entreprises qui a été faite.
Donc ce collectif, il a pour but justement d'essayer d'apporter au débat public le plus d'informations fiables possible. Donc c'est sur la base d'enquêtes notamment. On va mettre aussi à disposition sur le site du collectif qui va être publié lundi des bases de données qui vont permettre aux entreprises de coter notamment leurs IRO, impact, risque, opportunité, d'avoir accès aux autres rapports, etc. On se rend compte qu'on ne peut pas compter sur les pouvoirs publics, notamment européens, pour faciliter la vie des entreprises. Il faut qu'on s'auto-organise entre nous. Et donc, c'est intéressant parce que finalement, la CSRD, ça peut paraître très technique et très expert, mais au fond, on rejoint tous les débats sur la vérité, l'accès à l'information fiable, juste. Est-ce qu'en supprimant la CSRD, on ne participe pas non plus à la grande bataille contre justement l'accès à l'information fiable? C'est sûr que si on n'a plus de rapport CSRD, on ne saura pas qui fait du greenwashing ou pas, ou qui pollue vraiment ou pas. Hein. Donc on va retourner dans des caricatures issues des réseaux sociaux. Moi, je pense que ce débat technique, en fait, il est beaucoup plus symbolique d'un débat de fond sur la place de l'entreprise dans l'Europe et sur l'accès à l'information de qualité, fiable, la plus scientifique possible. Et c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on perde ça de vue, quoi. C'est une première bataille pour ce sujet et il faut s'organiser. On n'est pas là juste pour subir. Par exemple, dans la réforme de la CSRD qui est proposée par la Commission, quelque chose qui, moi, m'a scandalisé, c'est la proposition pour les entreprises non européennes, donc américaines, chinoises, de décaler le seuil d'éligibilité. Donc avant, toutes les entreprises qui faisaient plus de 150 millions de chiffre d'affaires, comme Coca-Cola, devaient faire leur rapport en 2029. Là, on va passer à 450 millions apparemment. Donc on fait un énorme cadeau en termes de facilité pour les entreprises non européennes. Et les entreprises européennes, on leur laisse des problématiques comme ça. Je pense que c'est intéressant de replacer ça aussi dans un débat plus profond. Et puis pour conclure par rapport à ça, moi je dis aux entreprises, prenez votre autonomie, hein, parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 18 prochains mois. Faites votre plan, posez-vous la question, est-ce que j'ai encore besoin d'une stratégie RSE, oui ou non? Si je l'ai fait, est-ce que je la fais avec la double maternité, oui ou non? Et si je fais la double maternité, jusqu'où je vais dans l'exercice? Et puis, tenez-vous au courant via des webinaires comme aujourd'hui ou des spécialistes de l'actualité, des évolutions. Mais vivez votre propre vie, puisqu'on ne peut plus faire confiance aux politiques pour donner un cadre stable aux entreprises. Là, vous connaissez, Pascal, aussi le sujet sur les photovoltaïques, les changements de seuil. Ça devient invivable pour les entreprises qui ont engagé des investissements qui, du jour au lendemain, sont en train de s'arrêter. J'ai un autre sujet qui me passionne, c'est le sujet des haies. Il y avait un plan haies en France de 110 millions d'euros. L'an dernier, là il est passé à 30 millions d'euros. Donc il y a des dizaines de pépiniéristes français qui ont investi dans des capacités de production pour produire des plants, pour planter des haies, qui se retrouvent avec 2/3 du marché qui disparaît via une décision politique qui n'est jamais justifiée. Donc je pense qu'il faut que les entreprises s'autonomisent et s'organisent entre elles, parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Le contexte du moment, c'est vrai, est à des coups de balancier. J'ai envie de vous poser la question dans un groupe avec une entité qui consolide et des filiales. Comment s'applique finalement, pour revenir à ces sujets de seuil, une filiale qui ferait plus de 1000 salariés dans un groupe? Elle peut prendre à son compte l'établissement du rapport, ou c'est l'entité de tête qui doit le faire? Quelles sont les pratiques à ce niveau-là? Alors, a priori, la disposition qui est dans la loi actuelle qui permet d'avoir des exemptions de rapport si on appartient à un groupe qui lui-même est soumis, elle va rester. Et donc les seuils vont aussi s'appliquer. Donc par exemple, si on a un groupe de 1500 collaborateurs avec une filiale qui fait 1200 collaborateurs et que demain le seuil est changé à 1000, la filiale qui fait 1200 collaborateurs n'aura pas à produire de rapport. Ça sera le groupe qui devra produire un rapport de la même manière. Donc le principe reste, c'est simplement en fonction des seuils que ça va potentiellement changer. Voilà. Très bien. Merci Ludovic. Nous arrivons avec un peu d'avance du coup au terme de cette présentation. Il me reste à remercier Ludovic bien sûr pour cet éclairage très précieux. Merci. Remercier tous les participants en précisant aux entreprises qui sont avec nous, aux caisses régionales aussi, aux entités du groupe, que si vous souhaitez des informations complémentaires, vous avez tout à fait la possibilité de solliciter vos chargés d'affaires, le conseiller en transition énergétique de la caisse qui saura
trouver les bons experts chez R3. Par exemple, on va faire effectivement un webinaire la semaine prochaine avec le Crédit Agricole Île-de-France et ses clients à faire. Donc, on est à disposition. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur LinkedIn parce que je publie le plus d'informations possible justement pour déjouer les fake news. Donc, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ce canal-là aussi. Et vous serez la semaine prochaine à la Commission européenne, je crois. Au Parlement européen, tout à fait. On va le 25 mars, mardi, on va défendre la voix des entreprises. Donc, on y va avec des entreprises françaises comme GA Smart Building et Conto qui vont s'exprimer, et des entreprises allemandes aussi qui vont aller s'exprimer sur la CSRD devant les parlementaires. Et merci beaucoup. On attend des nouvelles de votre rencontre du coup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.